Sophie Harford, donc vos investigations pour démasquer Jack l'Éventreur, c'est le propos de ce livre, un siècle plus tard finalement. Vous avez travaillé combien de temps et qu'est-ce qui vous a amené justement à ce suspect? Ma passion pour Jack l'Éventreur remonte à assez loin que je me souvienne, à l'âge de 11 ans, quand je suis tombée par hasard sur une série, enfin en tout cas un téléfilm en 2 parties qui était donc réalisé par David Weeks pour le centenaire des meurtres de Jack l'Éventreur, donc en 1988, où il était question de soulever la thèse du complot dans ce film. Donc vous aviez donc Michael Caine qui campait un détective à Berlin haut en couleur, Jane Seymour qui jouait également le rôle de la maîtresse, un peu avec la diva de ce même inspecteur. Et il était question de mettre en avant la thèse du complot et d'impliquer un médecin qui s'appelait William Whittegel, qui souffrait visiblement de schizophrénie et donc qui soutenait la candidature du médecin Naren, qui aurait voulu camoufler la naissance illégitime d'un enfant entre une prostituée du nom d'Annie Crook et le petit-fils de la reine Victoria, le duc d'Avondel, le duc Clarence, qu'on appelait aussi Bouton de Manchette parce qu'il avait des longs bras très fins et qui aurait été potentiellement l'assassin. Enfin, en tout cas, pour cette théorie, on implique plutôt le docteur William Whittegel, mais on sait qu'il a été mentionné par d'autres exégètes et d'autres théoriciens. Ce petit-fils de la reine Victoria a été impliqué aussi. Voilà. Mais pas dans la thèse que va reprendre David Weeks à l'écran, où là il pointe du doigt William Whittegel et il le campe en personnage complètement schizophrène, qui part à la chasse aux prostituées, qui serait au courant de cette naissance illégitime. Il faut savoir que Annie Crook, bon, si elle existait telle que dépeinte dans cette théorie, est une prostituée qu'en plus elle a l'air de catholique, ce qui est farouchement interdit par l'establishment, et par la cour d'Écosse et par la royauté. Donc un prince protestant ne peut pas épouser une prostituée, encore même une prostituée catholique. Et donc voilà, cette thèse a fait grand battage. On ne trouve nulle trace, en tout cas, d'Annie Crook dans des archives. J'en ai pas retrouvé la preuve, en tout cas factuelle, aux archives de Kew, là où j'ai pratiqué l'ensemble de mes recherches depuis que je suis enfant et où je me suis déplacée régulièrement. Mais le gros de mes recherches ont commencé vraiment à partir de l'âge de 15 ans, mais c'était à l'âge de 11 ans, en voyant ce téléfilm, que j'ai eu mon déclencheur, où je collectionne à cette époque-là tout ce qui me tombe sous la main. Les livres de sociologie de Charles Booth, Dickens a restitué, Charles Dickens a restitué tout l'ensemble de la ville avec des plans, avec tous les spots, tous les endroits de Londres après la mode, mais aussi les plans des quartiers, c'était ça qui m'intéressait aussi. Tout ce qui est sociologique, enquête sociologique avec Jack London qui à la façon de Jules Vallès, dépeint Londres aussi dans ses enquêtes, hein, qui dans les bas-fonds de Londres montre un petit peu l'atmosphère qui y règne, notamment l'attente qu'il y a devant les lodging house et qui fait référence à l'extrême misère, l'extrême indigence de ces femmes dans ces quartiers, où il dit justement que les prostituées, certaines sont si pauvres qu'elles se prostituent même contre un verre de gin, contre un bout de pain. Enfin, c'est vraiment la misère totale. Donc dans ce Londres, il y a tous les ingrédients pour faire de Jack l'Éventreur une personnalité anonymement célèbre, qui se choisit lui-même son avatar, qui choisit lui-même la façon dont il va être célèbre, et qui s'adresse notamment à la Central News Agency, quelques jours après le 4e meurtre, celui particulièrement sordide de Catherine Eddowes, que l'on retrouve bien évidemment à Mitre Square, égorgée, éventrée, donc avec donc tous les organes qui sont, comment dirais-je, exposés, et donc un rein qui a été prélevé sur la victime et qui va être envoyé à la Central News Agency, cette fois non pas à Sir Charles Warren, le préfet de l'époque de Scotland Yard, mais au chef du comité de vigilance qui s'appelle George Lusk et qui lui est un commerçant qui est chargé d'inspecter dans les rues, lui et d'autres commerçants, et d'essayer de confondre l'assassin en se déguisant voilà, en femme, en ce qu'on veut. Enfin, George Lusk n'est pas déguisé en femme, mais en tout cas les personnes qui le recrutent, qui sont des civils, essaient de piéger l'assassin, qui pour certains voilà, vont être amenés à se déguiser en prostituée, mais ça n'a pas donné grand-chose, je dois dire. Et ce fameux rein d'ailleurs que je présente, excusez-moi, donc ici, qui est donc un facsimilé très très bien représenté de ce qui a donc été envoyé, excusez-moi c'est un peu morbide, mais dans une petite parcelle, dans une petite boîte comme celle-ci, à l'époque à la Central News Agency,
qui desservait l'ensemble des organes de presse londoniens, accompagné de cette lettre, Mr. Lusk, I send you how the kidney took from a woman, etc. etc. Je vous envoie donc la moitié d'un rein qui a été prélevé d'une des femmes, donc on sait que maintenant que ça fait référence à Catherine Eddowes et que ce rein n'est pas n'importe quel rein, puisque des études sérieuses vont être pratiquées sur ce rein et que ces études qui vont être pratiquées au Royal Hospital sur Commercial Road vont révéler qu'en fait ce rein est atteint de néphrite, ce dont souffrait très exactement en fait Catherine Eddowes. Donc ce rein a toutes les raisons d'avoir appartenu à Catherine Eddowes, et seul quelqu'un qui connaissait la presse de l'intérieur pouvait éventuellement s'adresser à Central News, qui s'adressait donc après à tous les ensembles de la presse. Et Melvin McNaughton connaissait un certain George Sims, qui lui s'amusait à se déguiser en Jack l'Éventreur dans Londres et qui était journaliste de métier. Et il lui arrivait de lui demander fréquemment des conseils. Et c'est assez surprenant parce qu'une fois, justement, George Sims a été arrêté habillé en Jack l'Éventreur en pleine rue lors d'un contrôle de routine. Enfin, c'est très amusant de voir que ce monsieur, Melvin McNaughton, avait d'étranges relations à la fois dans la presse, au sein de la police. Et puis on sait qu'il adorait aussi s'encanailler dans les bas quartiers, comme il le dit lui-même. La vue d'un couteau n'était pas rare au Whitechapel. Et il fréquentait les quartiers de Whitechapel, on le sait, grâce à ses journaux intimes, avec ses amis policiers. Voilà, il arrivait dans la Plouch and Goal, donc un pub bien connu de l'East End de Whitechapel. Donc voilà, il y avait toutes les raisons de voir Melvin McNaughton un candidat crédible au titre des meurtres. Aujourd'hui, quel est le regard de Scotland Yard vis-à-vis de votre hypothèse et puis d'autres hypothèses également qui sont développées? Alors, il n'y a pas si longtemps, en 2006, je crois, 2006-2007, Scotland Yard s'est amusé à reprendre. Je dis ça parce qu'ils ont un service spécial dévolu à Jack l'Éventreur. Il s'est amusé à reprendre tous les témoignages de l'époque et essayer de retrouver donc un suspect crédible pour l'affaire et même refaire un portrait robot de l'assassin, un portrait d'ailleurs qui, je le confessais, ressemble étrangement à Melvin McNaughton. Et c'est à partir vraiment, donc là on est revenu encore plus tôt que l'année 2006, dans les années 80 qu'on a une émergence de suspects quand même assez importante. Le plus retenu, c'était le suspect William Whittegel, mais on sait qu'il y a eu Kosminski, qui sera d'ailleurs repris plus récemment par Russell Edwards, parce qu'il aurait donc, ce journaliste et homme d'affaires, enfin, acheté dans le Suffolk un châle qui aurait appartenu vraisemblablement à Catherine Eddowes, mais on sait que d'après les rapports d'expertise médico-légaux et ce qui recense les possessions de cette victime, donc Catherine Eddowes, on ne retrouve nulle trace de ce châle, donc on peut se demander d'où il vient. Mais en tout cas, c'était un suspect qui avait été quand même mentionné beaucoup à l'époque, et notamment par mon propre suspect, qui était rentré, je vous le rappelle, dès le 1er juin 1988 à Scotland Yard. Beaucoup de suspects, dont un qui avait été aussi retenu plus sérieusement, qui est un négociant en coton et qui s'appelait James Maybrook. C'est Sean Harrison qui en a restitué un petit peu la teneur au niveau de l'investigation. Un journal qui a toutes les raisons d'interroger, puisque ce journal, qui date de l'époque victorienne, révèle l'histoire d'un homme rongé par la drogue, qui aurait été trompé abondamment par sa femme Florie, par son beau-frère, voilà, et qui aurait décidé en fait de se venger, tout simplement d'avoir été trompé par elle, et peut-être simplement d'avoir contracté la syphilis, et qui était sous l'emploi de drogue, sous la proie de substances qui le rendaient malade et qui le poussaient à tuer. Donc on sait que ce journal ne peut être un journal authentique pour la simple bonne raison que les tests ioniques sont postérieurs à 1921, donc postérieurs au meurtre, et n'ont donc pas pu être écrits au moment où il accomplit sa vague meurtrière, puisque dans ce journal est censé avoir été rédigé pendant la vague meurtrière, et l'excitation qui en émane, voilà, c'est une excitation qui est vécue et relatée au moment où l'assassin commet ses meurtres, ou en tout cas juste après, mais pas en 1921. Donc les tests ioniques, les tests pratiqués sur les encres, invalident totalement ce journal, qui aurait d'ailleurs pu dater de l'époque victorienne, puisqu'on sait qu'on peut acheter de très beaux modèles sur les brocantes, à Camden Market ou ailleurs, c'est pas un problème. Donc cette thèse aurait pu être d'ailleurs très crédible, mais a été invalidée assez vite. Et puis bon, il y a la thèse effectivement de l'employé de morgue
Voilà, parce qu'on sait que l'employé de morgue aurait nettoyé sans ordre toute trace de sang qui avait été retrouvée sur le premier lieu des meurtres, Jack l'Éventreur, et il aurait été sévèrement semoncé, quoi. Enfin, donc il y a quand même beaucoup de théories qu'on le jour, notamment bon, je parlais du petit-fils de la reine Victoria qui lui aussi avait fait partie des suspects. Et puis la thèse de Patricia Cornwell qui incrimine un peintre mineur qui aurait été l'élève de Magnus Whistler, un peintre impressionniste de l'époque victorienne. Et ça aurait été l'élève de Magnus Whistler, donc il s'appelle Walter Sickert. Elle aurait investigué donc à fort renfort publicitaire pour, on va dire, éventrer des toiles, retrouver des traces d'empreintes que l'on peut retrouver dans certains rabats d'enveloppes, etc., dans lesquels elle prétend qu'on a retrouvé, avec l'aide d'un ADN mitochondrial, un échantillonnage très proche de ce qu'on retrouve sur les rabats d'envoi envoyés à la police. Seulement, ces lettres ne parlent pas du cher patron. Il y a comme plus de 600 lettres envoyées à l'époque, quand même. Ça fait comme beaucoup. Et rien ne dit que, en supposant que ce soit Walter Sickert, mais il y a comme 40% de fiabilité que ce type d'ADN, c'est pas l'ADN nucléaire, quoi. C'est de l'ADN en plus qui est falsifié. La salive, etc., c'est quelque chose qui n'est pas forcément fiable avec plus de 100 ans de distance. Donc ça rend contestable les preuves qu'il y a à l'avance quand même. Et on peut très bien être l'auteur présumé d'une lettre anonyme sans être l'assassin pour autant, puisqu'il y a comme plus de 600 lettres, parmi lesquelles beaucoup émanent de Plaisantin. Et le père de Walter Sickert était un journaliste, donc voilà, donc ça ne veut pas dire que parce qu'on retrouve un échantillon commun, on a un assassin derrière. Il faut faire la part des choses. Moi, j'ai isolé quand même un certain nombre de lettres, et ces lettres, ce sont les lettres au cher patron. Je n'ai pas pris n'importe quelle lettre. Pour moi, toutes les autres sont des canulars, et il faut savoir que les experts en graphologie ont quand même dit que l'assassin présumé essaie de contrefaire son écriture et se faire passer pour plus imbécile qu'il ne l'était, pour essayer de se faire passer pour quelqu'un du peuple. Donc il jouait avec certaines pistes, il cryptait les pistes. Donc là, on ne peut pas avoir de certitude sur ces éléments de thèse qui les rendent contestables parce qu'elles ne se basent pour beaucoup pas du tout sur les archives. Et mon approche, en tout cas celle que je privilégie, c'est de faire parler les archives nationales de Kew, enfin les archives policières de Scotland Yard, le dossier de la Metropolitan Police, parce que pour moi c'est le seul moyen de remonter une hypothèse sans dire voilà, je m'abrite derrière la science, je retrouve un ADN mitochondrial, etc. Je dis que c'est un tel assassin. Mais dans ce cas-là, quel ADN dit la vérité, puisque Patricia Cornwell s'est basée sur l'ADN mitochondrial, mais également plus récemment au Sale Edwards. Alors il y a forcément un ADN qui ment, aucun des deux qui dit la vérité. Donc il y a un moment donné, la science doit pouvoir rester à sa place quand il s'agit de traiter d'une affaire qui a plus de 130 ans d'existence. Et il faut faire preuve d'humilité, peut-être plutôt aller dans le côté de l'histoire que du côté de la science. Parce que quand on manipule des pièces à conviction, au bout d'un moment, on sait que tout le monde laisse ses empreintes. Et puis ça rend contestable les échantillons que l'on peut prélever sur ces données archivistiques.